Oui, bonjour à tous. Alors, j'espère que vous m'entendez bien. J'aimerais juste m'assurer que tout le monde m'entend bien. Donc, c'est le moment de me signifier si le son est bon. D'accord. Donc, mon nom est Sylvain Bélanger. Donc, je suis très heureux de vous présenter cette conférence sur le décodage intuitif des programmations et guérisons de l'être. Il y a eu des petits soucis techniques précédemment, j'en suis désolé. Et donc, je vais d'abord peut-être me présenter pour faire part un petit peu de mon cheminement. Et ensuite, on pourra ensuite progressivement aborder le grand sujet qui est le décodage intuitif, la déprogrammation et la guérison de l'être. Alors, pour commencer, moi, il y a peut-être 25 ans, un peu plus que 25 ans, je ne compte plus parce qu'un certain nombre d'années, on ne sait plus exactement le nombre d'années que les choses se passent. On ne le souhaite pas, je ne sais pas. Euh, Disons, à peu près 25 ans passés, j'ai rencontré un guérisseur qui s'appelait Ron Young, qui m'a beaucoup interpellé. J'avais une formation de psychothérapie corporelle qui m'avait beaucoup plu déjà, et j'avais donc une amie qui m'avait invité à cet enseignement-là. Et j'étais complètement ébahi par l'enseignement qui m'était donné, puisque je constatais qu'il était facile pour moi de développer l'intuition, être capable de percevoir des choses dans le champ d'énergie des autres personnes assez facilement. Dès le premier stage, j'avais une facilité assez importante. Curieusement, par contre, ce que j'observais, c'est qu'il y avait des personnes dans le même groupe que moi qui avaient de la difficulté à le faire, qui avaient de la difficulté donc à pouvoir percevoir le champ d'énergie comme moi j'avais cette facilité-là. Pourtant, c'était le même enseignement qui m'était donné et qui était donné à ces personnes-là. Et donc, j'ai suivi pendant 3 ans le guérisseur en question, Ron, et tout doucement, ce que ça m'a fait découvrir, c'est que pendant ces 3 années-là, c'est que beaucoup de personnes il y avait un certain nombre de personnes qui avaient une certaine facilité à développer ces habiletés-là, et d'autres qui finalement restaient dans une position vraiment de confusion. Ils n'arrivaient pas du tout à développer les habiletés que moi j'avais de la facilité à développer. Donc ça m'a amené à un questionnement. Donc j'ai suivi ce guérisseur-là pendant 3 ans, et après les 3 années, qui était la formation complète, j'ai souhaité donc prendre une certaine distance pour réévaluer un petit peu ce que j'avais appris, essayer de comprendre en me disant mais comment ça se fait que moi j'ai une facilité et que d'autres n'en avaient pas. Alors évidemment, la première hypothèse que j'ai lancée, c'est peut-être que j'étais comme Obélix et que j'étais tombé dans la potion magique. Évidemment, c'est une blague. Mais cette première idée, bon, après que j'ai constaté malheureusement que c'était pas le cas, j'ai commencé à aborder d'autres hypothèses. Donc une qui m'a plu, c'est que je me suis dit, ben finalement, il y a certainement une méthode de travail, une certaine façon de développer l'intuition. Il faut juste la comprendre. Alors dans la tradition chamanique, souvent, on fait expérimenter les choses, mais on n'explique pas. On n'explique pas comment ça fonctionne. Alors, en expérimentant les choses, bon, évidemment, ça fonctionne ou ça fonctionne pas, mais comme on comprend pas comment ça fonctionne, bien, inévitablement, on en reste c'est un peu comme un miracle quand ça fonctionne, et quand ça fonctionne pas, bien, on se sent un peu comme, bon, ça marche pas, j'arrive pas à atteindre les objectifs que je m'étais fixés, donc je suis pas très satisfait. Donc, doucement, finalement, ça m'a amené donc à faire un travail de réflexion sur ce que c'était que l'intuition, quelles étaient les étapes, comment ça fonctionnait, comment on pouvait arriver à la développer plus adéquatement. Et ça m'a amené donc tout doucement à mettre au monde l'écoute imaginaire. L'écoute imaginaire, vous allez me dire, bon, c'est l'imagination, c'est une invention, c'est pas quelque chose de réel, c'est pas quelque chose de vrai. C'est ce que les gens me disent très fréquemment. Vous ne seriez pas les premiers à me préciser cela. Ce que j'ai constaté dans l'imaginaire, c'est que l'imaginaire, c'est un langage. C'est une porte d'entrée pour pénétrer dans un autre univers que celui qu'on connaît. Celui qu'on connaît, on le connaît très bien. C'est celui de la raison, c'est celui du monde physique, qui n'est pas questionnable, qui n'est pas discutable. Hein. On peut très bien, objectivement, reconnaître qu'une table est une table, qu'une porte est une porte, et ainsi de suite. Par contre, lorsqu'on aborde le monde imaginaire, qu'est-ce qu'on découvre? C'est que dans cet univers-là, il y a quelque chose de beaucoup plus subtil, de beaucoup plus fluide, de beaucoup moins tangible, justement. Et qu'il est facile donc de porter un jugement sur cet univers-là en se disant c'est un univers qui est faux, c'est un univers qui est complètement irrationnel, etc. Ce que j'ai découvert avec l'exploration du développement de l'intuition que j'ai fait à travers l'enseignement que j'avais reçu et à travers ensuite l'enseignement que j'ai voulu ensuite transmettre, c'est que j'ai constaté que dans le monde imaginaire, il y avait une forme de langage, une forme de sagesse. Et que cette sagesse-là, lorsqu'on se mettait, par exemple, si je me mets en relation avec mon genou, hein, ben, cette façon de me mettre en relation avec mon genou, comment je vais le faire? C'est que je vais utiliser mon imagination pour voyager dans mon corps
pour me mettre en relation avec ce genou-là. Et en faisant cela, je vais capter des images, des sensations ou des mots qui vont se manifester à moi, comme si mon genou souhaitait me transmettre de l'information. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, c'est l'invention, tout ça, c'est l'imagination, mais c'est justement. L'imagination, au prime abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'imaginaire est une forme de langage, et comme on n'a pas appris à le valoriser, ben on a tendance à le juger en se disant c'est de l'imagination, c'est faux, c'est pas vrai. Moi, dans mon enseignement, ce que j'ai découvert, c'est que quand on commence à questionner ces perceptions imaginaires-là, hein, c'est-à-dire que les images, les sensations, les mots qui se manifestent de mon genou, par exemple, et on les questionne, on découvre qu'il y a des réponses. Un peu comme s'il pouvait y avoir un dialogue, une discussion, une conversation entre moi et mon genou. Et que cette conversation a un but bien simple, c'est que mon corps souhaite me transmettre de l'information, souhaite me dire quelque chose qui va me permettre de mieux comprendre les problématiques que je peux vivre dans mon genou, par exemple. Évidemment, les images peuvent être très variées. Ça peut être simplement de la couleur qui peut se manifester à moi dans mon genou. Ça peut être également des formes qui peuvent être géométriques, par exemple, ou ça peut être carrément des images provenant de mon enfance, provenant de mon existence, qui m'informent peut-être de blessures que j'ai vécues dans mon genou, qui seraient reliées à ces événements-là, qui peuvent être des blessures d'ordre émotionnel. Mais l'émotion, on va le voir tout à l'heure, peut affecter la circulation de l'énergie et peut empêcher donc une guérison de se faire dans une région du corps. Donc, à travers cette démarche-là, où on prend le temps donc de questionner ces perceptions-là, on arrive donc à une forme de compréhension, à comprendre la raison d'être d'une problématique. Et en comprenant cette problématique-là, on arrive évidemment dans un premier temps à devenir conscient de quelque chose qui ne tourne pas rond. On va voir ensuite qu'il y a des solutions, qu'il y a des techniques de soins aussi. Mais la première étape, c'était donc le décollage intuitif. Et dans l'écoute imaginaire, quand on fait un travail sur soi, l'objectif est donc de prendre le temps de se mettre en relation avec la région de notre corps, d'établir une communication avec elle pour arriver donc à comprendre sa demande, comprendre les besoins qui se trouvent présents dans le corps et ensuite évidemment de chercher à y répondre dans un plan d'action qu'on pourra mettre en place éventuellement. Ça, c'est vraiment donc faire un constat de la situation et d'arriver à comprendre ce qui se passe et ensuite donc de bâtir des actions en harmonie avec cela. Ça, c'est ce que j'appelais donc l'aspect plus décollage intuitif et il s'agit ici de faire un travail de décollage intuitif sur soi. L'autre particularité, évidemment, que j'ai observée dans l'écoute imaginaire, c'est que l'imaginaire, si je peux voyager dans mon genou, il est donc possible que je puisse voyager dans le corps d'une autre personne. Pourquoi pas? Hein? Alors, dans la formation que j'avais suivie avec les guérisseurs, j'avais découvert déjà qu'il était possible de percevoir le champ d'énergie d'une personne et donc de pouvoir lire dans son champ. Alors donc, l'écoute imaginaire, c'était simplement mettre en évidence que l'imaginaire est le véhicule permettant de se déplacer, moi, en tant qu'être humain, de me déplacer dans votre épaule, par exemple, pour me mettre en relation avec celle-ci, et constater qu'encore une fois, en me mettant en relation imaginaire avec votre épaule, je puisse recevoir des images, des sensations ou des mots qui vont s'exprimer de votre épaule vers moi, comme si votre corps avait envie de me transmettre de l'information, des demandes, des besoins, peut-être me faire comprendre pourquoi il y a une souffrance dans votre épaule, etc., etc. Donc, encore une fois, la première étape, c'est vraiment donc de se mettre en relation avec si c'est sur moi, dans mon exemple que je donnais, mon genou, et si c'est sur le cas d'une autre personne, donc de le faire sur l'épaule dans ce cas-ci, exactement. Et donc de capter des images, des sensations, des mots. Donc on va prendre le temps donc de décrire ce qu'on observe, ce qu'on perçoit, et par la suite, je vais simplement ensuite chercher donc à questionner ces perceptions-là pour tout doucement avoir un dialogue, une communication qui va me permettre de comprendre davantage ce qui anime donc la raison d'être de ces problématiques qui peuvent se présenter. Donc, l'écoute imaginaire, c'est né un petit peu comme ça. C'est une tentative donc de mettre des étapes, une procédure. Alors, l'écoute imaginaire, c'est pas simplement du décodage intuitif. Je vais vous parler de la déprogrammation et des soins psycho-énergétiques qui sont très étroitement reliés avec l'écoute imaginaire. C'est-à-dire que moi, j'ai voulu faire une approche qui répondait, qui était en fait une continuité de ce que les guérisseurs m'ont enseigné. C'est-à-dire de tenir compte du décodage intuitif, de tenir compte également des techniques de soins, la déprogrammation et la guérison et les soins psycho-énergétiques pour favoriser optimalement une circulation énergétique
pour qu'une personne puisse être en santé le plus possible. Alors, c'était ça un petit peu qui était donc l'objectif de l'écoute imaginaire, qui est donc né il y a peut-être 14 ans maintenant, depuis environ 14 ans que cette approche-là est née. Et donc, voilà, et j'ai eu la collaboration de Fabienne Scott, mon ex-compagne, pour parvenir à mettre en place cette démarche qu'est l'écoute imaginaire. Maintenant, si vous voulez bien, j'aimerais ça peut-être aborder avec vous qu'est-ce qu'on perçoit dans ce processus-là imaginaire, c'est-à-dire que quand on se met en relation avec soi, quand on se remet en relation avec un partenaire, on constate qu'il y a des informations possibles qu'on peut aller chercher et elles sont diverses. Elles ne sont pas qu'une type d'information. Donc, pour aller un peu plus loin là-dessus, je vais simplement vous présenter la seconde image de la conférence. Voilà. Donc, qui est une image qui est tirée du livre L'écoute imaginaire, version québécoise ou canadienne. Donc, vous voyez, c'est décodage intuitif. Donc, on perçoit une dame, et cette dame-là, justement, donc, il y a un certain nombre d'informations, un certain nombre d'images ou d'énergies qui sont tout autour d'elle dans son champ d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir pour commencer, peut-être, c'est que bon, il y a trois types d'informations qu'on va aller chercher principalement dans une pratique d'écoute imaginaire. Il y a une information énergétique, donc on va percevoir le champ d'énergie de notre partenaire, et ce champ d'énergie va nous donner des informations sur la santé de la personne. C'est-à-dire qu'on va pouvoir évaluer son degré de santé, hein, sa capacité justement à se régénérer, sa capacité à être optimalement en santé, et on va pouvoir observer également les potentiels justement de perturbations énergétiques qui sont en elle, et de pouvoir donc constater quelles sont les raisons d'être de tout ça, et évidemment y remédier dans un deuxième temps par le biais d'un soin. Ça, c'est donc vraiment le premier niveau d'information qu'on va aller chercher. J'aimerais peut-être dire quelque chose par rapport à ce niveau d'énergétique-là. C'est que ça fait très longtemps, depuis le début des temps, même qu'on parle de l'aura. Et il faut savoir que depuis récemment, maintenant, l'aura est comme en quelque sorte démontrée scientifiquement. C'est-à-dire qu'il y a un physicien qui s'appelle Popp, P-O-P-P, qui est un Allemand, qui a écrit un livre qui s'appelle Biologie de la lumière, pour ceux que ça intéresse, et qui a mis en évidence dans ses recherches que la cellule du corps humain était capable d'absorber la lumière du soleil et en réémettre. Alors, ce monsieur-là s'est présenté lors d'un congrès à Bâle il y a quelques années pour justement, un congrès sur les guérisseurs, pour justement annoncer à ces guérisseurs-là qu'il avait fait la preuve scientifique que l'aura existait. C'est-à-dire que, à l'aide d'appareils de mesure, il était capable d'évaluer le niveau d'absorption de la lumière que les cellules captaient et le niveau d'émission qui se faisait également dans la cellule. Alors, à mes yeux, à moi, quand je vous parle de l'écoute imaginaire, selon moi, l'imaginaire, c'est une façon de se mettre en relation avec ces vibrations subtiles qui ne sont pas perceptibles à l'œil nu, mais qui sont perceptibles par le support imaginaire. Et que quand je me mets en relation avec mon genou ou je me mets en relation avec votre champ énergétique à vous, ce que je vais percevoir, c'est cet échange énergétique entre vous et l'environnement cosmique. Et que cet environnement-là va me donner des informations sur le degré de communication entre vos cellules et l'environnement cosmique. Et que plus cet environnement-là cosmique et vos cellules sont en harmonie, plus votre champ d'énergie va se trouver dans une position de rayonnement adéquat et harmonieux. Moins il y a cette harmonie qui existe entre vos cellules et ce champ et cet environnement cosmique, plus on va percevoir dans le champ énergétique des perturbations à des niveaux plus ou moins importants, et plus les niveaux de perturbation sont importants, plus on favorise la maladie, évidemment, et moins ils sont importants, plus évidemment la personne va pouvoir donc demeurer en santé le plus longtemps possible. D'où l'intérêt, évidemment, dans la pratique de l'écoute imaginaire, de faire un travail sur soi d'abord, pour apprendre justement à favoriser cette circulation énergétique de la façon la plus fluide et la plus libre possible. Alors, de cette façon-là, on assure justement à notre corps de ne pas s'épuiser inutilement, de garder ses ressources d'une façon optimale, permettant ainsi au corps de pouvoir vieillir en santé en quelque sorte. Et de vieillir peut-être le moins vite possible, dû au fait qu'il se régénère le plus rapidement possible. Donc, si on regarde maintenant le petit dessin du décodage intuitif que vous voyez présentement sur votre écran, vous voyez donc qu'il y a une dame qui est en costume de bain, si je peux dire ça comme ça, et que vous voyez au niveau des chakras une certaine agitation énergétique. On peut voir différents mouvements énergétiques. Alors, ces différents mouvements énergétiques-là, évidemment, on pourrait les localiser au niveau des chakras. On pourrait percevoir, donc, faire une lecture des chakras, mais on pourrait également orienter notre attention vers
les organes et les systèmes du corps humain pour arriver à identifier justement la raison d'être des perturbations qui peuvent être présentes dans le corps de notre partenaire. Donc, à partir d'une écoute intuitive, d'une écoute imaginaire, on peut donc faire du décodage intuitif pour arriver à donner à notre partenaire des informations très précises sur les problématiques qui existent au niveau de son énergétique pour parvenir tout doucement ensuite à rétablir le mouvement, favorisant donc un processus de guérison. Donc ça, c'est le premier niveau d'information qu'on va aller chercher dans la pratique de l'écoute imaginaire. Il y a un autre aspect qui est très important dans la pratique de l'écoute imaginaire, c'est l'aspect psychique. Alors, depuis, évidemment, qu'on est né sur Terre, depuis qu'on a été conçu, en fait, jusqu'à aujourd'hui, on a accumulé des expériences de vie. Ces expériences de vie ont été plus ou moins heureuses, donc il y a des expériences qui ont été très, très heureuses, d'autres qui l'ont été beaucoup moins. Et à travers ce cheminement de vie, qu'est-ce qu'on a observé dans la pratique, c'est que il se produit, lorsqu'on vit des traumatismes dans la vie, il se produit à ce moment-là des mémoires, des événements, des énergies psychiques qui se créent à ce moment-là, comme par exemple, si à l'âge de 8 ans, j'ai vécu une souffrance, où j'ai eu le sentiment que j'étais victime de quelque chose de vraiment très douloureux, ben à ce moment-là, à l'âge de 8 ans, je vais comme engrammer dans mon corps une mémoire reflétant cette expérience-là. C'est-à-dire que d'un point de vue intuitif, en utilisant l'écoute imaginaire, je vais observer dans le champ énergétique d'une personne cette expérience de l'enfant qui a 8 ans et qui se sent victime. Alors, c'est donc dire que même si aujourd'hui je rencontre une personne qui aurait par exemple 50 ans, cette personne de 50 ans pourrait dans son champ énergétique être inhibée, perturbée par des mémoires provenant de son enfance, comme l'exemple que je venais de vous donner d'une expérience de l'âge de 8 ans. Tant et aussi longtemps que cette personne ne fait pas un travail pour conscientiser, pour faire la paix avec cette expérience-là, avec cette souffrance-là, pourrais-je dire, bien inévitablement, la personne va demeurer dans une position un peu comme si elle était programmée. Programmée à quoi? Mais programmée à être une victime. Alors, tant et aussi longtemps que je n'accueille pas cette énergie-là psychique que j'ai vécue à l'âge de 8 ans qui m'a fait souffrir, ben c'est un peu comme si je me battais avec elle inconsciemment pour ne pas m'harmoniser à elle parce que je ne veux pas revivre la douleur. Mais la vie est bien faite dans la mesure où les lois de l'univers indiquent une information toute simple. Tant et aussi longtemps que tu n'as pas fait la paix avec toi, tu vas traîner dans ton champ énergétique des bagages mémoriels, d'informations provenant de ton passé, et que tant et aussi longtemps que tu n'auras pas fait un travail là-dessus, tu vas donc être un attracteur, tu vas attirer à toi des événements de la vie qui vont te réactualiser ces souffrances-là, par exemple de victimes, dans le cas que je vous donnais tout à l'heure. Donc, tant et aussi longtemps qu'on n'a pas fait le travail de se réapproprier les charges émotionnelles qui animent notre champ énergétique, on se trouve donc à reproduire et reproduire encore ces fameux événements qui ne sont pas heureux puisque ça nous ramène donc à des souffrances qu'on n'a pas envie d'avoir. Mais la vie nous demande quelque chose à ce moment-là, c'est ça qu'il faut comprendre. Elle nous demande de regarder ces énergies psychiques qui sont dans notre champ énergétique, de commencer à se mettre en relation avec elles pour les entendre. Parce que comme je disais tout à l'heure, dans l'écoute imaginaire, ce qu'on a compris, c'est que on doit se mettre en relation avec les énergies psychiques qui sont dans notre champ énergétique, prendre le temps de leur demander qu'est-ce qu'elles font là, pourquoi elles sont là, quelle est leur raison d'être, quel est leur message, et plus évidemment on leur demande, plus ils sont en mesure de nous répondre, parce que le processus d'écoute imaginaire, avec un certain entraînement, nous permet vraiment de reconnaître qu'il y a un échange qui existe entre l'énergie en question et nous-mêmes. Alors, quand on est dans ce monde psychique, on découvre que ces mémoires-là sont réellement comme programmées à un certain type d'expérience. Comme si l'enfant de 8 ans se dit être une victime pour diverses raisons, bien évidemment, quand je vais me mettre en relation avec lui, cet enfant de 8 ans va me parler de cette expérience de victime, etc. Et il va me faire simplement constater qu'il est dans souffrance pour diverses raisons. Alors moi, je vais le questionner pour arriver à comprendre la raison d'être de cela. Pour comprendre, donc, la première étape est donc de vraiment comprendre la cause du problème. La cause du problème qui fait que moi, par exemple, je revis cycliquement des répétitions d'expériences que je ne souhaite pas. Alors, c'est comme ça qu'on va tout doucement arriver à la conscientisation, à comprendre la dynamique psychologique, psycho-énergétique qui anime mon être. Alors, plus j'arrive à cette compréhension-là, plus j'arrive à me détacher de ces cycles-là, de ces expériences-là traumatisantes, et je peux tout doucement m'en détacher.
Alors donc, le décodage intuitif a vraiment pour objectif d'amener la conscience de nos problématiques, d'amener la connaissance de soi, qui fait que plus on se connaît, plus on est capable de déjouer d'une certaine façon ces souffrances-là, ces douleurs-là, parce qu'on comprend de plus en plus ce qu'elles sont et on est de plus en plus en mesure de faire la paix avec elles. C'est vraiment l'objectif, donc, du décodage intuitif, d'atteindre ce but-là. Si on regarde toujours le dessin, ici, il y a un troisième information, c'est celle qui se trouve à votre gauche. Vous voyez peut-être un personnage un peu difforme, un peu comme isolé. En fait, cette information-là représente un peu ce que j'appellerais les mémoires provenant d'autres vies. Alors, si je reviens ici à la droite du dessin, il y avait donc une mémoire d'une mère chahutant une petite fille. Donc, qui reflétait donc l'expérience personnelle dont je vous parlais tantôt, comme le petit fils pourrait se sentir victime par rapport à sa mère, aurait donc programmé dans son champ énergétique une information de victime. Maintenant, dans le monde de la mémoire, qu'est-ce qui est particulier, c'est que le corps, l'être humain, on est comme en interrelation avec nos expériences de vie depuis notre enfance, depuis qu'on était conçu. On a donc une somme d'informations psychiques qu'on a accumulées dans notre champ énergétique qui nous programme et qui peut donc nous empêcher de pouvoir nous dégager de tout ça et de nous garder dans un processus de limitation. Ce qu'on observe aussi dans la pratique d'écoute imaginaire, c'est que, en plus de ça, on est en résonance avec les mémoires provenant d'autres vies. Les mémoires provenant d'autres vies, c'est quelque chose de plus vaste encore que notre histoire personnelle. C'est l'histoire de l'humanité. Cette histoire de l'humanité, elle est en interrelation avec nous. C'est-à-dire que moi, si j'ai été donc une victime dans le passé, dans mon histoire personnelle, j'ai donc programmé dans mon histoire personnelle cette impression que je suis une victime. Par contre, en plus que je sens cette idée que je suis une victime, il se peut que je puisse être en résonance avec des mémoires provenant d'autres vies ayant la même couleur, c'est-à-dire ayant la même histoire, me reflétant également que j'ai été une victime. Ce qui va donc amplifier le processus. L'amplifier à un point tel qu'à un moment donné, ça va devenir tellement gros comme processus que je vais devoir quelque part constater, mais ça n'a pas de bon sens, la vie est en train de me transmettre une caricature, c'est-à-dire que je répète d'une façon tellement grossière l'idée que je suis une victime, qu'à un moment donné, je me dis, mais non, ça se peut pas, la vie est en train de vouloir me dire quelque chose. À mesure qu'une répétition, on se dit, mais ça n'a pas de bon sens, c'est-à-dire que tous les chemins, tout ce que je fais, me ramène tout le temps à cette idée que je suis une victime. Donc, à quelque part, je ne peux pas croire que je suis une victime. Donc, à quelque part, la vie est en train de me dire quelque chose, elle veut m'enseigner quelque chose. Et c'est là que tout doucement, le processus qu'on va chercher à faire à travers la démarche des mémoires provenant d'autres vies, c'est encore une fois dans le contexte de l'écoute imaginaire, de prendre conscience que ces mémoires-là, justement, sont là pour quelque chose. Les mémoires d'autres vies sont là pour nous transmettre également un message qui va nous permettre justement de nous réapproprier un certain pouvoir par rapport à nous-mêmes. Je vais vous donner un exemple de ça. C'est une histoire de cas qui n'est pas représentée par le dessin qui est là, mais que je vais vous raconter brièvement pour vous donner un petit peu une idée de ce que j'aimerais vous présenter à ce sujet-là. Alors, c'était une dame qui était venue me voir. C'était une femme qui était donc dans un milieu d'hommes. C'est un milieu d'hommes dans lequel elle travaillait depuis très longtemps, plusieurs années. Et elle avait vécu ça relativement sainement jusqu'à tout récemment. Tout récemment, donc, il s'était produit des événements dans sa vie qui l'avaient amené tout doucement à se sentir de plus en plus inconfortable dans ce milieu d'hommes-là. Elle avait l'impression qu'elle était constamment épiée par les hommes et que les hommes, à quelque part, avaient un regard sur elle qui était envahissant, un regard qui pouvait même être sexué et qui la rendait très mal à l'aise. Elle avait l'impression de ne plus se posséder en tant que femme par rapport à ce milieu-là. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? C'est que cette dame-là, donc, elle est venue me voir parce que, justement, elle ne pouvait plus travailler, parce que, justement, cette impression d'être épiée par les hommes la rendait complètement complètement émotive. Elle n'arrivait plus à fonctionner. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que progressivement, donc, dans la lecture intuitive, la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis mis en relation avec son champ énergétique et est apparue une mémoire provenant d'autres vies d'une femme amérindienne. Cette femme amérindienne m'a dit « Je voudrais tuer tous les hommes ». C'est la première chose qu'elle m'a dit. Alors évidemment, bon, vous comprendrez qu'étant donné que j'étais un homme, je me suis dit il faudrait bien faire quelque chose pour essayer d'empêcher cela. Bon, je suis en train d'un peu blaguer. Mais dans la pratique de l'écoute imaginaire, qu'est-ce qu'on fait? C'est que quand une mémoire nous transmet une information, la première chose qu'on va chercher à faire, c'est de lui demander quel est son message, quelle est sa raison d'être.
c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on part du principe que toute perception imaginaire a un message à nous transmettre. Alors, même si une perception imaginaire nous transmet quelque chose qui pourrait paraître comme ça ici, là, quelque chose de très perturbateur, on va être en mesure, nous, de pouvoir justement éviter cela, hein, par le fait qu'on va prendre le temps justement de reconnaître le messager que cette information est venue transmettre. Alors, dans le cas de cette Amérindienne-là, j'ai donc pris le temps donc de ne pas m'en faire un plan en me disant, bon, elle veut tuer tous les hommes, d'accord, c'est intéressant. Pourquoi elle veut tuer tous les hommes? C'est ça vraiment la question fondamentale. Parce que ce serait facile, évidemment, de vibrer émotionnellement parlant avec cette idée-là, en se disant, mais mon Dieu, elle veut tuer tous les hommes, mon Dieu, qu'est-ce que je fais? Il faut bien que je fasse quelque chose, hein, ça n'a pas de bon sens. Elle est méchante, c'est une énergie d'identité, c'est un fantôme, elle est possédée, cette dame-là, bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors que dans la pratique de l'écoute imaginaire, ce que j'ai appris, moi, à travers les années, parce que à travers les années, à travers cette formation-là que j'avais vécue avec un guérisseur, j'avais compris que les entités, quelque part, c'était quelque chose de très présent dans la tradition chamanique. Ça m'avait même un peu fait peur parce que, bon, évidemment, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est que ce monde d'entités. Et moi, quand j'ai commencé à travailler personnellement avec cette personne-là et avec d'autres personnes qui avaient donc des manifestations qui pouvaient faire un peu peur, j'ai compris quelque part que ces mémoires-là, finalement, elles sont en souffrance. Et que quand elles nous disent des choses, elles sont là uniquement pour nous transmettre une connaissance, une information. Alors donc, cette femme-là, je lui ai demandé pourquoi elle voulait tuer tous les hommes et elle m'a fait part de son histoire. Elle était programmée, donc à une souffrance profonde, cette dame-là, parce qu'elle avait été tuée par un homme avec qui elle avait énormément confiance et que jamais elle aurait pu imaginer que cet homme-là l'aurait violée et tuée. Donc, elle était dans une profonde souffrance encore et elle était là pour transmettre à ma cliente une force, une puissance, parce qu'elle était révoltée. Donc, elle se disait, merde, je veux, à quelque part, que cette révolte-là soit reconnue par quelqu'un qui puisse l'utiliser, puisse en faire quelque chose de créatif, de positif sur Terre. Donc, l'histoire qu'on a poursuivi donc l'écoute, et ce qu'on a compris de mon partenaire, c'est que c'est une dame qui, très jeune, avec son père, elle n'avait pas eu la chance de pouvoir vivre une relation saine avec son père. Son père la percevait comme étant la bonne à tout faire. Ensuite, elle s'est mariée avec un homme et dans lequel elle a vécu un peu la même chose. Et dans son milieu d'homme, il y avait quelque chose de cet ordre-là aussi. Donc, à un moment donné, évidemment, pendant de nombreuses années, cette femme-là a accepté ce rôle de la femme qui se soumettait. Et tout récemment, elle commençait à se rendre compte qu'elle ne souhaitait plus cela. Et évidemment, c'est là que ça commençait à sentir son inconfort parce qu'elle a reconnu de plus en plus qu'elle n'avait plus envie d'être la femme qui allait se laisser dominer. Et cette femme amérindienne était là en quelque sorte pour lui transmettre un pouvoir que cette dame-là avait en elle aussi, mais qu'elle avait oublié, et qu'elle se réapproprie le droit de pouvoir se dire, mais voilà, j'ai enfin maintenant le goût de m'harmoniser à moi-même et de m'harmoniser à cette facette de la femme que je suis pour être de plus en plus en paix et en harmonie. Alors donc, vous voyez que la mémoire d'autres vies, c'est souvent en quelque sorte, évidemment, des mémoires qui ont envie de nous communiquer quelque chose pour nous permettre de progresser et d'évoluer dans notre vie. Ce sont des ressources en quelque sorte, et que si on sait les utiliser, elles peuvent devenir des ressources tout à fait utiles et valables. Alors évidemment, il y a des gens qui vont me dire, oui, mais c'était une entité, il fallait l'enlever. Bon, la tradition des guérisseurs, on met beaucoup en évidence cette notion d'enlever quelque chose. Quand on fait un travail énergétique, il faut enlever le méchant. Il faut enlever les énergies sombres, les énergies négatives. Quand on fait un travail avec les énergies psychiques, il faut l'exorciser, il faut enlever les énergies négatives, etc. Dans la pratique de l'écoute imaginaire, moi, ce que j'ai choisi de mettre en évidence, c'est la compréhension. On n'enlève rien quand on ne comprend pas. Alors moi, ce que je mets en évidence, c'est qu'il n'y a rien de négatif, il n'y a rien de positif dans la vie, il y a simplement des points de vue. Et que quand on apprend à écouter ce qui anime notre être, ou ce qui anime l'être, notre partenaire devant soi, on arrive justement à être capable d'avoir un échange qui va permettre justement à ce qu'il y ait une compréhension, une conscientisation de plus en plus importante et qui va permettre donc une harmonisation de se faire. Donc voilà, c'est un petit peu le deuxième volet de la pratique de l'écoute imaginaire, c'est-à-dire qu'on voit donc dans le champ énergétique une dimension énergétique concernant la santé. On peut donc voir également une dimension psychique concernant donc notre histoire de vie personnelle. On peut également voir des mémoires d'autres vies qui sont très très vastes puisque c'est des mémoires qui existent depuis le début des temps. Okay, donc, on peut voir énormément d'informations à ce niveau-là. Et il y a un troisième aspect qui concerne un peu la dimension psychique et énergétique et les mémoires d'autres vies, qui touche les relations interpersonnelles. C'est-à-dire que dans la pratique de l'écoute imaginaire, on peut regarder les résonances qui existent entre deux êtres humains.
C'est-à-dire qu'un être humain peut avoir un certain bagage émotionnel, énergétique, psychique en lui, et une autre personne va avoir également un bagage énergétique et psychique en lui qui est propre aussi. Donc, en se mettant en relation avec les deux personnes, on peut donc voir des échanges qui s'effectuent, c'est-à-dire que à leur insu, les deux êtres humains vont échanger des informations. Par exemple, une personne qui est victime va, par exemple, se mettre en résonance avec une personne qui pourrait être agresseur. Ce serait normal, puisque la victime recherche un agresseur. Ce serait donc normal qu'il y ait une attraction qui puisse exister dans la dynamique relationnelle de cette façon-là. Encore là, grâce à l'écoute imaginaire, ce qu'on va prendre le temps d'observer dans ces échanges-là, c'est de comprendre la raison d'être. La raison d'être de ça, pour que nos partenaires deviennent de plus en plus conscients des dynamiques et qu'ils puissent donc effectivement accéder au chemin de guérison, je dirais, au chemin évolutif, qui va finalement se développer à travers la déprogrammation, ce qu'on va aborder très, très bientôt. Alors donc, vous voyez, c'était une des premières choses que je voulais vous transmettre, c'était donc que le décodage intuitif est un outil donc pour conscientiser, permettre la connaissance de soi et permettre donc d'accéder à des informations tant sur l'aspect santé énergétique que la santé psychique et des relations interpersonnelles. Maintenant, on va aborder un autre sujet dans la prochaine illustration, qui touche la dimension transpersonnelle. C'est-à-dire que dans la pratique de l'écoute imaginaire, on observe qu'il y a des énergies, donc on peut donc parler de la santé chez une personne, on peut donc parler d'énergie psychique qui appartient à son histoire personnelle, on peut également parler d'énergie psychique qui appartient à des mémoires d'autres vies, et on peut maintenant aborder un autre aspect qui est au-delà de la mémoire de l'humanité, se trouve ce qu'on pourrait appeler le transpersonnel, c'est-à-dire une forme d'énergie qui est plus grande que soi, qui est plus élevée que soi, et qui n'est pas animée par la mémoire, qui n'est pas habitée par la mémoire humaine. Alors, c'est un peu comme le Dieu sans forme, c'est la lumière infinie, pure, qui nous met dans une relation avec quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne saisit pas. Et l'objectif n'est pas de le connaître nécessairement, l'objectif est davantage de s'ouvrir à cette lumière, de se rendre de plus en plus conscient que cette lumière est là pour nous révéler à nous-mêmes. Et que lorsqu'elle nous révèle, elle nous fait découvrir finalement ce pourquoi on est sur Terre. Alors l'idée ici n'est pas de connaître en fin de compte ce grand tout, mais de commencer effectivement à collaborer avec ce grand tout pour être en mesure de pouvoir se laisser imprégner par ce grand tout-là le plus possible. Alors comment fait-on cela? Hein? Il n'y a pas de numéro de téléphone pour communiquer avec cette dimension transpersonnelle-là. On ne peut pas être jamais certain de la communication avec cette dimension transpersonnelle. L'objectif de la pratique de l'écoute imaginaire, c'est de faire un travail sur soi pour être capable de permettre à la circulation énergétique d'être la plus fluide et la plus libre possible pour que tout doucement on soit capable de se sentir de plus en plus en harmonie avec soi. Qu'on puisse faire un travail sur les énergies psychiques qui sont en soi pour qu'on puisse être le plus réunifié à soi. Ça, c'est vraiment l'objectif fondamental de la pratique. Et que lorsqu'on accède au transpersonnel, c'est qu'on a accepté l'idée que le transpersonnel est une démarche de vie, une démarche spirituelle de vie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux découvrir un 0,2% du transpersonnel. Peut-être qu'à la fin de mes jours, j'aurais peut-être réussi à découvrir 0,3%. Je vous donne cet exemple-là pour vous faire comprendre que c'est un cheminement à vie. Donc, on peut jamais affirmer qu'on est en relation avec le transpersonnel et qu'on connaît tout de lui, parce que justement, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement et totalement. Et que l'idée là-dedans, c'est d'apprendre à collaborer avec lui pour commencer à collaborer avec le soi supérieur, notre âme, si on peut l'appeler ici, et aussi collaborer avec ce qu'on appelle des guides, des manifestations transpersonnelles, qui vont pouvoir collaborer avec nous pour pouvoir faire un travail dans les différentes couche énergétique de notre champ subtil. Alors, tantôt, on parlait de voyage. Au début de la conférence, on parlait de voyage. Comment on pouvait voyager dans l'univers mémoriel. Alors, quand on travaille avec des guides, comme vous voyez dans le haut d'image, il y a un personnage avec les cheveux blonds à votre droite dans l'image, dans le haut de l'image à droite, ben, c'est un guide. Et ce guide-là, effectivement, si on apprend à collaborer avec lui dans une démarche de la pratique d'écoute imaginaire, on constate que ce guide-là peut donc voyager dans notre champ énergétique et pouvoir travailler sur les mémoires provenant d'autres vies, de pouvoir travailler sur les mémoires psychiques, de pouvoir travailler sur la dimension énergétique pour nous aider justement à s'aligner à notre dimension transpersonnelle par rapport à ces diverses sphères-là. Donc, c'est un peu ce que je voulais vous dire par rapport au transpersonnel. Évidemment, c'est des sujets qu'on pourrait aborder beaucoup plus longuement, mais ça vous donne quand même un peu les idées par rapport à qu'est-ce que c'est un peu que le décodage intuitif et les possibilités que l'écoute imaginaire propose pour arriver à cela. Je vais passer à l'illustration suivante, si vous voulez bien.
Alors voilà, donc la déprogrammation de la mémoire. Alors cette technique-là est une technique très très importante. C'est une technique de soin, mais c'est une technique aussi de décodage, c'est-à-dire qu'elle permet de favoriser le décodage aussi. Alors, quand on fait une lecture intuitive par le biais de l'écoute imaginaire, on pourrait arriver à dire, ben voilà, je perçois un blocage dans ta gorge relié à la colère que tu n'as pas exprimée. Ce serait un constat. Ce constat-là, évidemment, ne donne pas de solution. Il ne fait que constater des choses. Ce qui est fondamental, cela permet de comprendre la réalité et de comprendre effectivement nos perturbations, nos limitations, etc. La déprogrammation, elle va consister à donner à notre corps, si on le fait sur soi, ou au corps de notre partenaire, si on le fait sur quelqu'un d'autre, lui donner ce dont il a besoin. C'est-à-dire que si mon genou est dans un état de perturbation, je lui demande ce dont il a besoin, il pourrait me demander, j'ai besoin d'eau. Alors, je pourrais lui transmettre de l'eau. Il pourrait me demander, j'ai besoin de courage, j'ai besoin d'affirmation, j'ai besoin de douceur, j'ai besoin de tendresse. Alors, vous voyez que la déprogrammation consiste à créer dans l'imaginaire, par notre intention, ce qui nous est demandé. Et que plus on donne à notre corps ce qu'il nous demande, plus notre corps se transforme et se modifie. Et à ce moment-là, il y a comme une forme d'harmonisation qui peut s'en résulter. Et c'est cette harmonisation-là qui est intéressante parce que plus je donne à mon corps ce qu'il a besoin, plus la perception imaginaire que j'ai de mon corps se transforme et me met en évidence à quoi je ressemble quand je suis équilibré. Alors d'une part, on libère la programmation de la mémoire qui se trouve présente dans notre champ énergétique, et plus on la libère, plus l'énergie circule de plus en plus harmonieusement, et plus la mémoire est libérée, plus je vais apercevoir mon potentiel expansif, mon potentiel évolutif. Un peu comme si j'allais découvrir effectivement à quoi je ressemble quand je suis dans un état de bien-être, quand je suis dans un état d'équilibre. Alors, plus je me perçois dans cet état d'équilibre-là, plus mon cerveau enregistre qui je suis réellement. Et plus il enregistre, et plus la circulation est fluide et harmonieuse, et plus un travail qui se fait en profondeur concernant cette idée de la déprogrammation. Alors, c'est ça un petit peu qui est donc le travail personnel avec la déprogrammation. Si on le fait sur quelqu'un d'autre, on va découvrir un peu la même chose, c'est que plus je donne au corps de mon partenaire ce dont il a besoin, plus je suis en train de lui donner l'occasion d'évoluer, de progresser, de cheminer. Un peu, je vais vous donner un exemple par rapport à la scène qui est ici. Alors la dame, donc, on peut percevoir que la dame en verte, qui est l'énergie psychique, au-dessus du corps qui est couché de la dame, du partenaire, se trouve une femme qui est triste et qui semble un peu dans un état de désespoir. Alors, dans ce cas-ci, dans la pratique d'écoute imaginaire, qu'est-ce qu'on aurait pu faire, c'est que j'aurais pu transmettre simplement, demander à l'énergie de tristesse ses besoins, qu'est-ce qu'elle avait besoin, et elle aurait pu peut-être me dire, j'ai besoin quelque part que quelqu'un me comprenne, m'accueille, me transmette, me dise qu'elle me comprend, etc. Donc, évidemment, dans ce cas-ci, qu'est-ce qui était fait, c'est que le thérapeute a donc créé une forme d'énergie, qui pourrait être même celle d'un guide, qui a décidé simplement donc de prendre dans ses bras cette dame-là pour lui donner justement ce qu'elle demandait, cette forme de reconnaissance, d'accueil, etc. Alors, vous comprendrez qu'à partir du moment que c'est fait cela, c'est évident que l'énergie psychique de mon partenaire va se transformer. C'est-à-dire qu'elle ne pourra plus pleurer sur elle-même puisqu'elle va être accueillie. Et que si elle est accueillie, elle va donc me montrer un autre visage d'elle-même, qui va peut-être m'informer que à partir du moment qu'elle se sent accueillie, elle devient beaucoup plus forte, beaucoup plus solide, elle devient beaucoup plus désireuse de s'affirmer, elle a des choses elle constate qu'elle a des choses à régler avec des personnes parce qu'elle avait laissé les choses aller pendant un certain temps, parce qu'elle était déprimée, et que tout à coup maintenant elle se rend compte que non, c'est pas ça qu'elle souhaite, elle ressent un potentiel vraiment de changer sa vie pour être en harmonie avec ce désir d'affirmer ce qu'elle est. Et vous voyez que c'est là qu'on va commencer à reconnaître le potentiel expansif. Plus je déprogramme la mémoire, plus la mémoire se libère, et puis elle me montre véritablement le potentiel qui est en moi. Et c'est vraiment ça qui est l'objectif de la pratique de l'écoute imaginaire, c'est de ne jamais faire qu'un constat. Le constat, c'est permettre la connaissance, mais un constat, ça fige des choses. Comme dire à quelqu'un, je te perçois comme triste, c'est comme limitatif. Si je dis, t'es triste à une personne, ok, je suis triste, c'est beau, mais maintenant je sais que je suis triste, qu'est-ce que je fais? Alors donc, dans l'idée de la déprogrammation, c'est de jamais rester sur l'idée de figer quelqu'un. On sait que dans la vie, on est en mouvement. Alors le mouvement, c'est le changement. Alors la déprogrammation met en évidence qu'on n'est jamais accroché à l'idée que rien ne bouge, mais au contraire, on reconnaît cette idée qu'il y a un mouvement. Et que plus le mouvement est présent, plus il est évident, et plus nous, on peut justement assister
dans le champ énergétique de notre partenaire à cette danse, la danse du mouvement, la danse de la vie, qui nous amène tout doucement à prendre conscience que notre partenaire, lorsqu'on lui donne ce dont il a besoin, se transforme devant nos yeux et se transforme dans nos perceptions imaginaires qu'on a de lui, qui nous dévoile finalement qui est un être qui est plein d'épanouissement, qui est plein de richesse, qui est plein de construction pour l'avenir, et que si on lui donne l'occasion justement de libérer ces mémoires-là, ben on lui donne la permission effectivement de renouer contact avec ce potentiel-là réel qui est en lui. Alors c'est un peu ça finalement l'idée de la technique de déprogrammation, qui est une technique qui est comme fort importante, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, si vous voulez bien, on va passer à l'étape suivante, à l'illustration suivante, qui est un petit peu plus longue à mettre en place. Voilà. Alors, c'est les soins psycho-énergétiques. Alors, donc, on a vu qu'il y avait le décodage intuitif, la déprogrammation et la guérison de l'être pourraient se faire par les soins psycho-énergétiques. C'est-à-dire que dans la pratique de l'écoute imaginaire, on a mis en évidence que le décodage intuitif était fondamental, que la déprogrammation était fondamentale, on combinait donc les deux, et que les soins psycho-énergétiques se combinaient à la déprogrammation et au décodage intuitif. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'illustration que l'on voit, il y a un monsieur qui semble transférer de l'énergie dans le corps de son partenaire. Ce transfert d'énergie-là, finalement, pourrait se faire à l'aveugle. C'est-à-dire qu'on dit, bon, j'envoie de l'énergie, je fais confiance. Je sais que c'est une énergie universelle, donc ça ne peut pas faire de mal, et je ferme les yeux et je dis, alléluia, tout va bien se passer. C'est une façon de faire. Dans ma pratique, à moi, ce que j'ai voulu mettre en évidence, c'est que je voulais comprendre que si j'envoie de l'énergie à quelqu'un, ça a beau être une énergie de guérison, une énergie universelle, une énergie divine, cette énergie, à quelque part, elle va être reçue par quelqu'un qui a des résistances, des volontés de se protéger, qui sont tout à fait humaines et qui sont tout à fait naturelles, et que si je envoie de l'énergie chez cette personne-là, il est donc normal qu'il y ait des réactions qui se produisent en elle. Alors, ces réactions-là, quelque part, sont tout à fait normales. Il faut donc pas les juger. Il faut au contraire prendre le temps de les accueillir. Et grâce au décodage intuitif, quand on envoie de l'énergie dans le corps de notre partenaire, on peut observer des manifestations imaginaires de ces résistances-là, que ce soit sous forme visuelle, auditive ou sensitive. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à ce moment-là? On va simplement prendre le temps de se mettre en relation avec ces perceptions imaginaires-là pour leur demander quel est leur message, quelle est leur raison d'être, on leur demander qu'est-ce qu'on peut faire pour justement leur donner ce qu'elles ont besoin, on va les déprogrammer, et tout doucement, bien évidemment, le travail énergétique va se faire plus facilement, tout simplement parce que on va accueillir ces énergies-là, on va les déprogrammer et on va donner de l'énergie pour que les soins deviennent de plus en plus en profondeur, de plus en plus en harmonie pour notre partenaire. Alors évidemment, si on le faisait sur soi, ce serait exactement la même démarche qui serait visée à ce moment-là. Donc, vous voyez que le soin psycho-énergétique, donc l'idée, c'est que dans la pratique d'écoute imaginaire, on intègre les trois. C'est-à-dire que le décodage intuitif, c'est-à-dire que si je mets mes mains sur les pieds de mon partenaire, je vais prendre le temps d'envoyer l'énergie vers les pieds de mon partenaire et observer ce qui se passe dans le corps de mon partenaire quand j'envoie de l'énergie. C'est là que je vais être attentif aux perceptions imaginaires qui pourraient se manifester, qui vont m'informer justement comment le corps de mon partenaire reçoit l'énergie. Et c'est comme ça que je vais pouvoir donc faire du décodage intuitif combiné aux soins énergétiques. Et lorsqu'il y a des résistances qui se manifestent, des blocages, ben c'est là que je vais pouvoir amener la déprogrammation pour favoriser la transformation, pour que l'énergie, les circulations énergétiques se fassent le plus adéquatement possible. Donc, vous voyez que l'intérêt de combiner les trois aspects, pour moi, est fondamental parce qu'elle permet de faire un soin qui est beaucoup plus en profondeur et elle permet aussi d'amener le partenaire à comprendre ce qui se passe. Ce qui est important puisque son cerveau, on sait que le cerveau est très important chez l'être humain. Il aime beaucoup comprendre. Donc, plus on lui donne de l'information pour qu'il comprenne, plus il peut donc plus facilement accueillir le changement qui est en train de se manifester en lui. Alors, je pense que c'est dans ce sens-là que c'est intéressant de combiner les trois aspects. Alors, si vous voulez bien, on va passer maintenant à la prochaine illustration. Alors, qui met en évidence un peu un décodage intuitif après un soin. Alors, évidemment, un soin, c'est un soin qu'on vient de faire un petit peu, c'est-à-dire on a fait une lecture intuitive, décodage intuitif, on a fait la déprogrammation, on a fait des soins psycho-énergétiques. Et là, notre partenaire, on peut voir déjà au niveau de ses chakras, au niveau des organes, des systèmes, une meilleure circulation, une meilleure vitalité. On perçoit évidemment qu'il peut y avoir encore des informations
qui sont présentes. Ici, comme on voit à gauche, un petit enfant qui se met à crier. Alors, ça ne veut pas dire qu'après un soin énergétique, que notre partenaire est parfaitement équilibré. Ça veut simplement dire que notre partenaire est dans un processus. Le processus de guérison est un processus qui se fait par étapes et que plus on libère le corps de ces obstacles, plus on lui donne l'occasion d'actualiser d'autres énergies qui étaient cachées par les obstacles premiers et que c'est comme ça que tout doucement, on va permettre à notre partenaire d'arriver à mieux-être. Tout comme quand je fais un travail sur moi en écoute imaginaire, que je l'applique vers moi, ce travail-là ne se fait pas en une journée. Il se fait tout au long de la vie. Pourquoi? Parce que la vie est quelque chose qui est en constant mouvement. Je suis en constant mouvement, mon entourage est en constant mouvement, et je suis en constant mouvement par rapport à l'univers également. Donc, tout ce processus-là est de la vie. Et plus je cherche à être vivant, plus je cherche à m'ajuster régulièrement à celle-ci, à la vie. Donc, c'est un peu normal, évidemment, qu'une démarche de vie s'impose quand on entreprend une exploration d'écoute imaginaire. C'est qu'on comprend que c'est une démarche spirituelle qui est carrément en relation avec cela, puisque c'est un travail, justement, d'être en éveil constant pour être capable de pouvoir faire le changement constant, continu, sur nous-mêmes pour arriver à être le plus possible comme une antenne qui vibre de partout. Car quand on veut faire un soin sur une autre personne, c'est évident qu'on doit être capable de vibrer de partout pour être capable de résonner avec notre partenaire d'une façon tout à fait riche et entière. Alors voilà, donc c'était un petit peu ça que je voulais vous présenter concernant donc le décodage après un soin. Si on passe à l'étape suivante maintenant, qui prend un petit peu de temps à s'installer, voilà. Alors, au niveau de l'enseignement de l'écoute imaginaire, il y a plusieurs formules qui existent. Je vais les présenter très sommairement puisque le temps passe. Ce que j'aimerais peut-être vous dire, c'est que la formation personnelle est une formation donc qui s'adresse à tous. Alors, dans le contexte de conversation papillon, je vais vous proposer un petit enseignement de base qui va vous donner donc des outils pour comprendre ce que c'est que le décodage, comment faire la démarche pour développer son intuition et tout cela. Donc, vous avez déjà une première approche. Mais bon, il y a des formations personnelles qui s'adressent donc à faire un travail sur soi. Évidemment, avant d'entreprendre une démarche sur une autre personne, on doit apprendre à faire un travail sur soi pour être minimalement en harmonie avec nous-mêmes. Donc, c'est vraiment la première démarche qui est effectuée. Donc, une formation personnelle sous forme de week-end et une formation personnelle à distance également avec des CD audio. Il y a une formation praticien qui, elle, est thérapeute, qui sont deux formations professionnelles qui sont l'une à la suite de l'autre, qui a pour objectif donc de devenir capable donc d'utiliser donc le décodage intuitif, la déprogrammation, les soins psycho-énergétiques. Alors ça, c'est ces trois aspects que vous allez explorer et évidemment d'autres techniques qui vont vous permettre donc d'accompagner votre partenaire pour effectuer des suivis et pour amener les personnes à se rendre de plus en plus responsables dans un travail d'auto-guérison qu'ils entreprennent. Donc, ce qui fait que c'est une formation qui est assez complète puisqu'elle aborde beaucoup, beaucoup de sujets. Alors, j'espère que ça vous a plu. Je vais juste passer à l'étape de l'illustration suivante pour vous montrer que je suis auteur de livres. Donc, ceux qui seraient intéressés à explorer l'écoute imaginaire ou l'approfondir, il existe des livres. Il y a l'écoute imaginaire, qui est un livre qui présente les fondements théoriques de l'approche, qui est un livre qui est très, très complet, mais qui est vraiment plus dans la présentation de qu'est-ce qu'un thérapeute en écoute imaginaire peut percevoir et des explications justifiant ce qu'il perçoit et les dynamiques énergétiques, psychiques, etc., qui peuvent être observables dans la pratique. C'est un livre qui est assez complet, assez dense, mais qui n'est pas nécessairement très pratique. Ceux qui recherchent la pratique vont plus s'orienter vers Devenir intuitif, qui est le livre qui est à votre droite sur l'illustration, et celui qui est en dessous, Décodage intuitif. Alors, Devenir intuitif et Décodage intuitif c'est le même livre, sauf qu'une réédition. Donc, le décodage intuitif est une réédition de Devenir intuitif. Il y a 2 leçons qui se sont ajoutées et c'est un livre qui est donc plus actuel. C'est un livre qu'on peut trouver uniquement sur le site de l'écoute imaginaire. Devenir intuitif est un livre qui est encore disponible en librairie. Au centre, c'est des images de CD, donc ça vous donne un petit peu une idée à quoi peut ressembler les CD, et le messager, qui est un récit initiatique qui vous présente la déprogrammation et qui vous fait voyager dans l'univers mémoriel pour vous montrer un petit peu les interrelations qui existent entre individus, entre collectivités et avec le vaste tout, c'est-à-dire l'infiniment grand. Donc, c'est un livre qui vous présente un petit peu comment on peut se libérer de la mémoire à travers un récit initiatique qui est très, très intéressant. Voilà pour les livres. Et également, donc, des grilles
que je vous présente très rapidement, qui sont, il y a un jeu de cartes qui se prépare pour septembre prochain, qui va présenter un peu une façon d'utiliser, de faire des lectures sur les chakras. Les grilles qui sont présentées ici sont les premiers outils associés à ce travail-là. Donc, on peut faire des évaluations de nos chakras à travers des grilles. Il y a des grilles d'interprétation également qui vous permettent donc de développer votre intuition d'une façon un peu différente que dans la pratique de l'écoute imaginaire. C'est quelque chose qui se veut peut-être plus accessible pour les gens qui n'ont pas envie de faire une démarche très importante, mais qui veulent effectivement développer leur intuition avec d'autres outils. Alors voilà, c'est une façon différente de découvrir le monde de l'écoute imaginaire. Donc voilà, c'était un petit peu ce que je voulais vous présenter. J'espère que vous avez apprécié. Vous avez donc ici le site de l'écoute imaginaire pour ceux qui auraient envie d'aller le visiter. Il va y avoir des grandes transformations qui vont se faire sur le site très bientôt. Vous allez avoir beaucoup de matériel que vous allez pouvoir visionner, écouter, que vous allez pouvoir lire également. Donc, vous pouvez revisiter le site sans problème. Ça va bouger dans les prochaines semaines, les prochains mois. Alors, je vous remercie. Je vais donc passer le micro maintenant à Pierre. Merci infiniment, Sylvain, pour cette merveilleuse rencontre. Alors, je vois qu'il y a déjà plusieurs commentaires dans le chat. Vous étiez près de 275 personnes dans la salle aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir répondu présent à cette invitation. J'aimerais vous préciser que la série d'ateliers que Sylvain présentera en exclusivité sur Conversation Papillon débutera le 14 mars prochain et s'étendra sur 5 différentes étapes allant jusqu'au 4 juin. La prochaine, le 14 mai, c'est la pratique de l'enracinement où Sylvain nous apprendra à devenir une antenne capable de se syntoniser aux fréquences universelles de la vie pour développer votre intuition et soigner. Vous aurez le descriptif de cet atelier au cours des prochains jours et ce sera accessible directement sur Conversation Papillon. Vous devez être abonné privilège pour avoir la possibilité d'écouter cet atelier exclusif. Alors, j'aimerais vous préciser, il y a déjà des questions qui arrivent dans le chat, dont quelques questions de Florence, entre autres. Florence, Sylvain qui nous mentionne qu'il y a plein d'entités dans sa vie. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire quand on dort et qu'est-ce qu'on peut faire quand on dort beaucoup à cause de ses présences? Alors, je ne sais pas si tu as peut-être une suggestion pour Florence. Est-ce que ça la maintient dans une forme d'immobilisme et de blocage? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour se sortir de ça? Et elle rajoute que parfois, notre environnement immédiat ne nous permet pas de donner à notre corps ce dont il a besoin. Alors, j'aimerais t'entendre là-dessus, Sylvain. C'est une très très bonne question et je vais essayer de pouvoir y répondre brièvement, mais enfin, c'est un grand sujet. Disons que ce que je répondrais à Florence par rapport à ça, c'est que la première chose, c'est que dans la pratique d'écoute imaginaire, ce qu'on comprend des entités, c'est que ce sont des messagers. Alors, je sais qu'il y a des gens qui ont cette conviction que les entités sont d'énergie négative, qu'il faut enlever à tout prix de son corps, un peu comme un virus qu'il faut donc détruire. Et moi, ce que je vous dirais, c'est que il faut peut-être le voir différemment. Ce sont souvent des énergies, justement, de souffrance qui sont là. Et ces souffrances-là ne sont pas étrangères à vous, Florence. C'est-à-dire que les entités, quelque part, sont des énergies, justement, qui sont là parce que votre champ énergétique est fragile et faible dans votre identité. Vous avez une fragilité au niveau de votre identité. Et cette identité-là fait que vous avez créé des espaces d'habitation, pourrait-on dire ça comme ça, où des énergies mémorielles se sont mis dans votre champ énergétique et avec lequel vous vous êtes identifié. C'est-à-dire que vous êtes plus capable de vous en libérer et ça vous a amené effectivement à perdre de l'énergie de plus en plus, donc être très fatigué, etc. Alors, pour des solutions à cela, je vous dirais malheureusement que c'est pas une chose simple comme ça à vous présenter. Peut-être qu'il serait intéressant que vous preniez contact avec moi et qu'on regarde ensemble ce qui serait possible de faire. C'est sûr que la pratique de l'enracinement qui sera présentée lors des enseignements que je fais dans le cadre de Conversation Papillon est une technique de base. Mais c'est évident que dans votre cas, ça ne sera pas suffisant. Vous auriez besoin d'une assistance
Parce qu'il faut bien comprendre que l'idée, c'est de se réunifier à soi-même. Alors, se réunifier, c'est se libérer de la mémoire qui nous empêche d'être nous-mêmes. Alors, dans un cas de possession, quand on se dit posséder, c'est que l'énergie psychique a une emprise trop importante par rapport à notre capacité à nous connecter avec soi-même. Alors, moi, je vous dirais que c'est peut-être la première chose que je vous dirais, ce serait donc d'être assisté par quelqu'un qui va pouvoir vous aider justement, d'abord et avant tout, à vous libérer un peu plus, à vous libérer de la mémoire, de vous déprogrammer mémoriellement dans votre champ pour vous permettre de renouer contact avec vous-même. C'est vraiment la première étape. Donc, malheureusement, j'ai pas de solution miracle à vous donner par rapport à ça. Mais c'est ça que je vous répondrai. Il y a peut-être une autre chose que j'aimerais peut-être répondre, parce que je voyais quelqu'un qui me demandait, j'aurais souhaité avoir des moyens pour déprogrammer. Alors, la déprogrammation, c'est encore là, on est toujours à la recherche de recettes. Je sais, parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que je suis dans ce milieu-là, et je comprends qu'on soit tous désireux d'avoir des recettes qui sont faciles à appliquer, etc. Mais quand on est conscient qu'on est vivant, qu'on est un être humain qui est vivant, et que la vie est quelque part quelque chose de fondamental, et qui est très important pour être bien avec soi-même, on ne peut pas appliquer des recettes à l'aveugle. Il faut donc être capable de conscientiser d'abord avant tout qu'est-ce qui anime notre être. C'est pour ça que le décodage intuitif, l'écoute imaginaire, est vraiment à la base. C'est être capable de comprendre qu'est-ce qui anime notre être, comprendre à développer une connaissance de soi qui fait que la déprogrammation va pouvoir se faire en étant vivant aussi, en étant en relation avec la vie. Alors moi, je vous dirais que c'est ça qui explique pourquoi j'ai peut-être pas abordé beaucoup le sujet, parce qu'en termes de temps, je manquais vraiment de temps pour pouvoir aborder ce sujet-là plus à fond. Je vous inviterai peut-être encore là, à une conversation papillon, on abordera plus concrètement ce sujet-là. Également les enseignements aussi que j'offre, soit au Québec ou en France ou en Europe, qui peuvent être disponibles également. Je vais repasser donc la parole à Pierre. Merci Sylvain. Alors, il y a énormément de questions. Malheureusement, on ne pourra pas répondre à toutes les questions. On a encore le temps pour quelques-unes. J'aimerais préciser tout à l'heure, je crois que j'ai fait une erreur en vous mentionnant que le début de la série d'ateliers spécialisés avec Sylvain débutera le 14 mai. Ce n'est pas le 14 mai, mais bien le 14 mars. Donc, dans un peu plus de 2 semaines, le début de cette série de leçons de la série qui s'intitule Introduction au décodage intuitif, déprogrammation et guérison de l'être grâce à l'écoute imaginaire. Karine, Sylvain nous pose une question intéressante. Ma mère passe son temps à penser, à s'en faire pour moi, à s'inquiéter pour moi. Alors j'imagine que c'est très négatif. Qu'est-ce que tu en penses, Sylvain? Oui, Karine. Donc, je dirais, bon, c'est propre à la mère d'être inquiète pour son enfant. Et c'est quelque chose de beau, je pense que c'est quelque chose de très, très beau. C'est évident qu'on a tous, et je pense que le monde de l'Internet a mis en évidence cette notion-là, c'est qu'on est en train, on a une grande capacité à voyager. Alors, cette dame-là, finalement, votre mère, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle voyage. Elle voyage en vous, c'est-à-dire qu'elle a trop d'énergie qu'elle porte vers vous en se disant « je suis inquiète », je voudrais que ça se passe bien pour elle, et de mettre trop d'énergie, elle s'investit trop en vous, en fin de compte. La question qu'il faut se poser maintenant pour votre mère, en fait, c'est pas à vous, mais à votre mère qu'il faudrait la poser. Qu'est-ce qu'elle fuit? Qu'est-ce qu'elle fuit en voulant trop s'investir en vous? Parce que justement, en s'investissant, elle perd du temps pour elle. Elle perd du temps pour se donner du bonheur, se mettre en relation avec elle-même, se mettre en harmonie avec elle-même. Et je sais que beaucoup de femmes sont comme ça, beaucoup de mères sont comme ça, parce que l'amour, et je pense même, c'est pas juste dans un contexte de mère avec des enfants, mais même d'amoureux et amoureuses, quand on aime, on a cette espèce de capacité de se rendre conscient, de se rendre réceptif à l'autre, à un point tel que quelquefois nos frontières se dissipent. Lorsque nos frontières se dissipent, ben effectivement, on devient trop porté vers l'autre, et en étant trop porté vers l'autre, ben, on s'oublie soi-même. Et ça, c'est une grande règle de la vie. On est tous un peu confrontés à ça un jour ou l'autre. La vie, elle est rapide. On doit être attentif à soi, on doit être attentif aux autres. Des fois, c'est facile de perdre de pied dans tout ce monde-là. Et je vous dirais que la pratique de l'enracinement est une excellente façon de renouer contact avec soi-même, de reprendre contact avec ses pieds, de reprendre contact avec ses jambes, de retrouver notre espace corporel et de reconnaître effectivement que dans cet espace corporel-là, on peut exister. Bien sûr qu'on peut s'inquiéter pour les autres, mais on peut très bien quelque part reconnaître que qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour
calmer cela, mais à partir du moment que ça a été calmé, ben accepter qu'on peut pas avoir le contrôle sur tout. Et c'est ça un peu la vie, je pense. La vie nous enseigne que le contrôle n'est pas quelque chose qu'on peut posséder. Hein, c'est pas quelque chose qu'on peut posséder tout le temps. On doit accepter que la vie se compose d'une forme de sécurité, je dirais. Et c'est pourquoi que l'enracinement existe. Hein, c'est une technique pour se remettre en contact avec l'énergie de la Terre, pour sécuriser nos besoins de base, nos besoins de sécurité, nos besoins affectifs, nos besoins de nous affirmer, nos besoins de nous reconnaître. Alors, je pense que c'est important donc de mettre en application cette pratique-là une fois par jour. Le matin, idéalement, ça peut être bien. Ça peut être une façon donc de se réapproprier davantage notre identité corporelle. Voilà ce que je répondrais pour Karine. Merci. Il y a peut-être, très vitement, je voyais qu'il y a des questions concernant l'enseignement. Donc, effectivement, sur le site de l'Écoute Imaginaire, vous avez tout le calendrier. Moi, je vais en prendre bientôt. Et je reviens au Québec également au mois de juin pour répondre à ça. Mais toujours dans le contexte de conversation papillon, il y aura également l'enseignement de base qui aura lieu donc à la mi-mars également. Merci Sylvain. On a encore le temps pour une ou deux questions. Marie pose une question intéressante et d'ailleurs plusieurs en ont fait référence dans le chat, Sylvain. Est-ce que la pratique de l'écoute imaginaire ressemble un peu au Reiki? Alors, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Est-ce que l'écoute imaginaire peut ressembler un peu au Reiki, Sylvain? Oui, ben, c'est une très bonne question. Ce que je répondrais à ça, c'est que quand j'ai commencé, moi, il y a quand même plusieurs années, le Reiki n'était pas présent, c'est-à-dire qu'il existait, mais il n'était pas encore mis en circulation. On n'entendait pas du tout parler. Moi, ce qui m'a gêné, d'une certaine façon, avec l'émergence du Reiki, c'est qu'on a mis l'emphase sur le soin énergétique en oubliant ce que moi je considère comme fondamental, qui est le décodage intuitif. Alors, pour répondre à votre question, dans le Reiki, c'est une imposition des mains. L'imposition des mains peut favoriser le développement de l'intuition. Dans certains cas, des gens qui font du Reiki qui peuvent développer une certaine sensibilité. Dans la pratique de l'écoute imaginaire, ce que j'ai mis en place, c'est une méthode de travail pour apprendre à optimiser cette capacité à faire du décodage intuitif, donc à percevoir le champ énergétique d'une personne, pour ne pas faire un soin énergétique à l'aveugle. C'est-à-dire donc d'être conscient que quand j'envoie de l'énergie dans le corps de mon partenaire, il y a donc des réactions qui vont se manifester dans son champ, que je vais prendre le temps de questionner, d'interroger et de déprogrammer pour effectivement inclure la notion, ce que j'appellerais la notion psycho dans le soin. Donc, c'est pas juste un soin énergétique que l'écoute imaginaire va proposer, mais un soin qui va toucher l'aspect psychique et transpersonnel. Donc, c'est un soin qui est très, très complet et très holistique. Et dans ce sens-là, je crois que le Reiki est très, très valable. Il peut apporter de grands bienfaits, parce que je veux bien vous dire que le soin énergétique, c'est quelque chose d'exceptionnel, ça peut énormément aider, mais ceux qui ont beaucoup pratiqué les soins énergétiques savent, à mon avis, que c'est pas suffisant, que quelquefois l'aspect psychologique est très important aussi dans la façon que la personne reçoit le soin, de l'amener à devenir consciente des problématiques psychologiques qui peuvent perturber la circulation énergétique de vie fondamentale. Et je pense que dans ce sens-là, l'écoute imaginaire a tenté de bien répondre à cet aspect-là. Voilà ce que je répondrais à cette question. Alors, je vais repasser donc le micro à Pierre. Merci Sylvain. Une question qui est revenue à plusieurs reprises dans le chat. Comment on peut percevoir les énergies à distance, que ce soit par téléphone ou à un autre endroit? Alors, qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? C'est Louise qui nous pose cette question-là. Alors, comment on peut percevoir les énergies à distance, Sylvain? Oui, bonjour Louise. Donc, en fait, je vais vous ramener à la base de ce que je vous ai présenté à la conférence, c'est que l'écoute imaginaire repose sur le support imaginaire. Donc, que ce soit en personne, que je rencontre quelqu'un en personne, que ce soit quelqu'un que je rencontre, avec qui je fais une consultation téléphonique, ça ne change absolument rien. C'est-à-dire que c'est la perception imaginaire qui va être primordiale. Si je rencontre une personne physiquement, je ne vais pas porter mon attention sur son corps ou ce qu'elle représente ou ce qu'elle ressemble pour faire une écoute. Je vais vraiment prendre le temps d'être en relation avec mes perceptions imaginaires qui vont animer son être. Alors, par une consultation téléphonique, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement donc me mettre en relation avec la personne et je vais prendre le temps par mon imagination, de me mettre en liaison avec cette personne-là. Et je vois apparaître une image, des sensations, des mots qui vont m'informer
de l'état énergétique, psychique, transpersonnel de cette personne. Ensuite, je vais faire des actions de déprogrammation pour rétablir ce que je perçois et de soins psychoénergétiques également. Et à mesure que je fais ces actions-là, à mesure que je vais constater que la personne va devenir de plus en plus équilibrée et elle va donc me manifester une image d'elle-même différente de ce qu'elle me présentait au début. Alors c'est comme ça que je vais pouvoir mettre en évidence que donc un soin qui est fait, mais également je vais mettre en évidence le potentiel évolutif de mon partenaire que je vais pouvoir lui transmettre en mots, qui va lui indiquer le chemin à suivre pour arriver à être en plus grande harmonie avec lui-même. Donc, pour répondre tout simplement à la question, c'est par l'imaginaire toujours qu'on va travailler. L'imaginaire est le support qui permet de véhiculer, qui permet de voyager dans l'univers mémoriel. Alors, c'est sûr que ça demande un entraînement, mais quand on a bien compris comment le monde imaginaire fonctionne, on peut vraiment arriver à faire des lectures à distance sans avoir jamais vu la personne, sans la connaître, et de très bien réussir à transmettre de l'information très appropriée, très juste sur elle-même. Voilà ce que je répondrais. Je vais repasser donc le micro à Pierre maintenant. Merci Sylvain. Autre question intéressante. Est-ce qu'on obtient de meilleurs résultats en travaillant avec d'autres ou bien seul et de façon autonome? Et parallèlement à ça, en combien de temps on peut ressentir une amélioration? Donc, dans un premier temps, Sylvain, est-ce que c'est mieux de travailler seul ou avec d'autres? Et en combien de temps on peut ressentir une amélioration? Ben, c'est une très bonne question, mais évidemment, c'est une question qui ouvre la porte à plusieurs réponses, parce que ça dépend en fin de compte de chaque être humain. Ce que je dirais, c'est que les gens qui vont faire un travail personnel, qui vont par exemple utiliser CD audio pour faire une démarche personnelle, pour apprendre à faire le travail d'auto-guérison qu'ils souhaitent faire, ça demande une certaine responsabilité. C'est-à-dire que on a des CD, on n'a pas de cadre comme tel, on doit les faire, on doit chercher à prendre les notes, un travail personnel qui doit être fait, donc une question de gestion. Alors, quelqu'un qui a une capacité d'autonomie peut très bien réussir avec des supports CD ou même avec des livres. Si elle a une grande capacité d'autonomie, elle pourrait parvenir peut-être à quelque chose. Alors, c'est bien évident que c'est pas tout le monde qui a cette autonomie-là. L'autre chose, c'est qu'en groupe, par exemple, ou même dans des appels conférences où on parle avec plusieurs personnes, parce que ça arrive dans les enseignements qui sont donnés, on a la chance à ce moment-là de partager ce qui s'est vécu. C'est-à-dire que chaque personne a vécu des choses qui nous sont propres. Donc, le partage devient intéressant puisque justement, chaque personne entraîne en l'autre des réponses qu'il n'avait pas envisagées, puis ça enrichit donc souvent les discussions, les conversations, et ça amène donc quelque chose de très positif et de très constructif. Donc moi, je vous dirais que l'idée de faire un travail personnel peut très bien s'appliquer dans le cas de personnes qui sont autonomes, qui ont une certaine capacité de travailler par eux-mêmes. Évidemment, moi, je vous dirais que c'est toujours souhaitable d'avoir un minimum d'encadrement, OK, avec un enseignant qualifié qui connaît bien la méthode pour être capable de vous diriger, de vous orienter, pour vous assurer que vous faites bien la technique. Donc, idéalement, ce serait toujours ça que je vous répondrais. La deuxième question concernait donc l'idée de, si je me rappelle bien, c'était en termes de continuité de soins, si ça demandait beaucoup de temps pour avoir des résultats. Je vous dirais que ça dépend encore là beaucoup des gens. Il y a des gens qui, moi j'ai vu qui se sont guéris, entre guillemets, c'est ce qu'ils m'ont dit, hein, ils se sont auto-guéris de problématiques qu'ils avaient à l'intérieur des formations avec les CD audio. J'ai vu des gens, lors des week-ends de 2 jours, ou des stages de 5 jours, faire des travaux qui les ont amenés effectivement à faire des changements profonds en eux. Et il y a des gens qui vont, des niveaux de changement qui vont se faire plus subtilement, parce que quelque part, ils sont plus ancrés en soi, ils sont plus intégrés en soi profondément. Donc, tout dépendant, évidemment, des changements que l'on vise, mais on arrive souvent à des très bons résultats assez rapidement. Déjà, le premier résultat qu'on vise, c'est déjà le mieux-être. Souvent, avec l'enracinement, uniquement la pratique de l'enracinement, on arrive à cela. Et par la suite, à travers les autres techniques, on arrive justement à approfondir de plus en plus cet état de bien-être-là. Alors, moi, je vous dirais que l'objectif ultime, c'est ça, c'est d'être bien. Alors, je pense que les outils servent à ça. Ils peuvent nous permettre assez rapidement à se ressentir le bien-être. Et ça, je crois que c'est déjà fondamental. C'est ce que je répondrais donc pour cette question-là. Je vais remettre le micro à Pierre maintenant. Merci beaucoup Sylvain. Alors avec cette question se termine cette présentation d'aujourd'hui. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, je vous invite à démarrer la série d'ateliers en compagnie de Sylvain. Je vais mettre dans le chat les différentes dates si vous le permettez.
Alors, vous serez en mesure de vérifier si vous pouvez y être. Alors, vous avez 5 leçons qui vont avoir lieu au cours des prochains mois. Ça nous fera plaisir de vous accueillir. Et là-dessus, Sylvain, j'aimerais te laisser le mot de la fin pour clore cette rencontre en toute beauté. Alors, merci pour cette présentation. Je remercie les presque 300 personnes qui ont assisté aujourd'hui. Et nous espérons vous voir lors de la série d'ateliers qui va débuter le 14 mars prochain. Donc, Sylvain, à toi le mot de la fin. J'aimerais d'abord vous remercier d'avoir bien voulu assister à cette conférence et d'avoir apporté votre grain de sel avec les questions qui étaient très valables que vous m'avez posées. J'aimerais peut-être vous dire finalement, peut-être pour conclure, que c'est la vie, que l'écoute imaginaire, c'est d'abord et avant tout la vie. La vie qui sommeille en chacun d'entre nous, qu'on a appris peut-être à délaisser parce que justement on n'a pas reçu l'enseignement qui favorisait justement cette possibilité de reprendre contact avec cette vie-là. Cette vie-là qui est intelligente, qui est sage, qui est capable de nous enseigner énormément de choses et qui est capable de nous amener beaucoup plus loin que ce qu'on peut imaginer quelquefois, dû au fait qu'on s'identifie tellement à notre programmation qu'on oublie à quelque part qui on est vraiment. Alors je pense que le voyage de l'écoute imaginaire, c'est le voyage que tout être humain aborde à un niveau plus ou moins conscient et que l'écoute imaginaire, c'est une façon de le conscientiser, de l'amplifier, de le rendre plus vivant et de permettre à cette vie de s'installer de plus en plus profondément en chacun d'entre nous. Et c'est ce que je souhaite à chacun d'entre nous, que la vie s'exprime de plus en plus profondément à mesure que le temps passe et que la vie se poursuive. Je vous remercie et je vous dis donc à très bientôt. Au revoir.